Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Inus We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Un miel sur deux serait frauduleux et souvent pas détecté. On te dévoile comment faire la différence. Pascal Neveu et Leïla Genot sont deux apiculteurs passionnés et deux grands sportifs de course à pied. Ils ont fusionné leur amour pour les abeilles et le sport pour créer Happy Run, une initiative et une aventure incroyable dans le monde de la nutrition sportive. Ils pratiquent une apiculture durable tout en défiant les normes de l'industrie agroalimentaire. Leur engagement envers la qualité de l'environnement se reflète dans leur choix de matériaux et de pratiques durables, sans oublier leur approche locale pour la sélection des ingrédients. Le succès rencontré témoigne de l'impact positif de leur entreprise sur la communauté sportive et au-delà, prouvant qu'une passion peut se transformer en une mission bénéfique pour la santé et l'environnement. Tu vas enfin tout savoir sur le vrai miel et ne plus te faire avoir. N'oublie pas de t'abonner. Bonne écoute. Bonjour Leïla, bonjour Pascal, bienvenue dans notre talk. Comment ça va ce matin? Plutôt bien, bonjour, plutôt bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un produit que tout le monde connaît, qui est préparé par les abeilles. Vous l'avez compris, je veux parler du miel. On va parler des bienfaits, des vertus et comprendre comment il est fabriqué et comment on choisit un bon miel. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire ce que vous faites? Oui, bah écoute, on est apiculteur et on s'est développé pas mal sur l'apiculture et avec la connaissance de ce que ça apporte en termes de miel sur les bienfaits de la santé. On a tout simplement décidé, puisqu'on est également sportif, on a tout simplement décidé d'élaborer une gamme totalement naturelle à destination des sportifs sur la base du miel, tout simplement. Alors, je sais que vous êtes également sportif, euh, principalement marathon, trail. Est-ce que ça, c'est depuis que vous êtes petit ou c'est venu après? Moi, je fais Voilà. toujours 1,63 m. On est toujours petit de toute façon. Non, mais alors, blague à part, moi, ça fait, je sais pas, 35 ans que je cours. J'ai commencé mes premières courses, c'était un semi-marathon et ça a été rapidement un marathon et puis, rapidement un ultra et puis plusieurs et puis plein et puis voilà, quoi. Et toi, Leïla? Alors, moi, j'ai toujours couru, plutôt en mode footing du dimanche avec mes amis et je me suis mise à courir un petit peu plus il y a une quinzaine, d'années. Moi, je dis souvent, je vais jusqu'à 70 kilomètres et puis après je passe au vélo. Voilà, donc l'ultra trailer de la bande, c'est Pascal et ce qu'il a pas dit, c'est qu'il est entraîneur aussi. Voilà. Et donc, vous êtes les fondateurs, on l'a pas dit, de Happy Run, du coup, une Mmh. marque d'alimentation pour sportifs. Et vous utilisez, du coup, votre propre miel. Tout à fait, enfin, on pourrait même dire le miel de nos abeilles. Puisque le propre de l'apiculteur, c'est d'élever des colonies d'abeilles, qu'elles produisent du miel. Et donc, on s'attache à ce qu'on ait une traçabilité de tout ce qu'on fait déjà. On parlera peut-être après. Mais oui, le miel, il vient des ruchers de nos abeilles, c'est-à-dire à allez, maximum 10 kilomètres autour de la mielerie, qui est à Alors, Liffré, à côté de oui. Rennes. Donc, c'est du miel breton, certifié. Et c'est quoi alors le travail d'apiculteur? Par quoi on commence pour devenir apiculteur? Quelles sont les difficultés d'entretenir les ruchers? Et puis on va venir après petit à petit à- au miel et aux différents produits que l'abeille produit.
Alors, je vais faire un petit aparté avant que Pascal aille dans les détails plus techniques. C'est vrai qu'il y a parfois cette impression que les abeilles travaillent et que l'apiculteur vient récolter le fruit du butinage des abeilles et que la vie est très simple et qu'il suffit d'y aller une fois par an ou de temps en temps à la récolte. Voilà. Alors, c'est effectivement pas tout à fait aussi simple que ça, puisque une colonie d'abeilles, ça s'entretient. Ça ne fait pas du miel comme ça sur un claquement de doigts. Quand faut d'abord élever cette colonie. Et c'est un petit peu, souvent je prends l'exemple d'une vache, elle ne naît pas vache, elle ne fait pas du lait en naissant. Donc c'est d'abord un veau qui va grandir et qui après va produire son lait. Ben, les abeilles, c'est exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on va élever une colonie, on va la créer en mettant des abeilles bien qu'on récupère soit dans la nature, soit qu'on achète aussi. On y met une reine, on l'élève et l'année d'après, elle va produire du miel sous réserve que ce soit une souche productrice de miel, parce que toutes les abeilles font du miel pour elles, mais elles n'en font pas forcément plus qu'elles n'en ont besoin. Ça dépend on va dire des races, ça dépend des souches en fait, ça dépend aussi beaucoup de la reine. Donc on va sélectionner au fur et à mesure du temps, on va faire en sorte de n'élever que des colonies d'une certaine filiation de reines productrices donc de miel, mais ça existe également, par exemple, pour la gelée royale. Il y a certaines colonies qui vont faire beaucoup plus de gelée royale que d'autres. Voilà, on choisit. Il y a beaucoup des colonies, par exemple, aussi, qui peuvent être très agressives. En général, elles sont assez productrices de miel, mais agressives. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va au rucher et à chaque fois qu'on essaye de faire des manipulations à l'intérieur parce qu'il y a besoin de faire des manips, on est agressé, quoi. On va choisir des abeilles douces, on va choisir douces peut-être, mais moins productrices. On va choisir aussi des abeilles qui savent se défendre contre les prédateurs. Donc, on va sélectionner avec le temps des colonies qui essayent pour nous réunir le maximum d'avantages qu'on puisse trouver. Et donc, tu as dit, C'est tout le travail pardon, de sélection et on a en fait une activité qui est rythmée par les saisons, bien entendu. Donc là, on est en novembre. Ici, en Bretagne, le ciel est gris, il pleut. Il est bien entendu que ce n'est pas un temps des ruches, mais on a effectivement cette saisonnalité dans l'activité que l'on mène et Pascal va vous expliquer ça. la durée de vie d'une colonie, donc tu as dit, c'était 1 an avant que l'abeille fasse du miel. Oui. Et donc, la durée de vie d'une colonie, elle est de combien? Alors, la colonie en elle-même, elle peut durer 5, 10, 15, 20 ans. En fait, la colonie, c'est un ensemble d'abeilles qui naissent et qui meurent et qui sont très dépendantes de la reine et de la ponte de la reine. Alors, quand on a une reine, alors il y a plusieurs réponses à ta question. D'abord, une abeille, sa vie, quand c'est en période d'été, ça vit entre 40 et 45 jours. Quand c'est en période d'hiver, comme les abeilles en ce moment, qui sont en ce moment dans les ruches, vont vivre jusqu'à 6 mois parce que, en fait, la durée de vie des abeilles dépend des kilomètres parcourus en vol pour aller chercher du nectar, pour aller chercher du pollen. Donc, on comprend qu'au printemps, les abeilles se développent vite, déjà pour commencer, font beaucoup de chemin pour ramener du nectar et du pollen à la ruche, et elles vivent donc pas très longtemps. Alors que celles d'en ce moment, elles volent quasiment pas en fait. Elles vont juste faire des vols de propreté, ce qu'on appelle. Et voilà, pour elles, c'est insignifiant. Et donc, à l'intérieur de cette grappe d'abeilles, il y a une reine qui n'est pas la chef, c'est pas elle qui décide, mais c'est celle qui pond. Donc là, jusqu'au solstice d'hiver, elle pond de moins en moins. Et passé le solstice d'hiver, c'est-à-dire aux alentours du 21 décembre, elle va se remettre à repondre parce que les beaux jours réarrivent et la colonie va se redévelopper. Les abeilles qui vont être pondues en janvier, février, vont, elles, durer jusqu'en mars, avril. Et seront renouvelées par les nouvelles abeilles naissantes.
en pleine période, on va dire au printemps, une reine, ça pond jusqu'à 2000 œufs par jour. Donc ça veut dire qu'il y a, alors il y a 21 à 23 jours, ça dépend si les mâles ou les femelles, les abeilles, mais on va dire il y a un peu plus d'une vingtaine de jours pour que l'œuf éclot. Qui veut dire que en fait, il y a 2000 abeilles à naître chaque jour au printemps dans une ruche. Et comme les abeilles d'hiver ne meurent pas toutes en même temps, il y a un moment donné, la colonie grossit et ça atteint à peu près une population de 55 à 60 000 abeilles dans une ruche. Et donc la reine va pondre comme ça. Sa capacité de ponte, c'est entre 3 et 5 ans. Et au-delà de 2 ans et demi, 3 ans, elle va réduire sa ponte et au lieu d'avoir par exemple 2000 abeilles en pleine saison, peut-être qu'on n'en aura que 1000. Et à un moment donné, 1000 ou 2000 par jour, ça fait moitié moins. C'est très insuffisant pour pouvoir être une colonie productrice de miel. Donc il faut arriver à détecter très tôt dans la saison si si la reine pond suffisamment pour que la colonie puisse avoir du miel ou pas. Et donc si on arrive à le détecter, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève l'abeille de la ruche et la reine, pardon, on la remplace par une jeune reine qui est en général de l'année d'avant. Et ça pose pas de problème de remplacer une reine? Les abeilles, elles suivent. Alors, si, elles ont la reine, elle émet des phéromones, en fait, les abeilles qui font la cohésion de la colonie. Et c'est vrai que les phéromones de chaque reine sont différents. Quand on veut changer une reine, on a beaucoup de précautions à prendre. La grappe d'abeilles s'habitue aux phéromones de la nouvelle reine. Quand on remplace, il faut déjà aller chercher la vieille, l'enlever. Alors, on ne s'en sépare pas pour autant. Cette reine-là, qui est une vieille reine, mais une bonne souche, on va s'en servir pour développer une nouvelle petite colonie, par exemple. Et quand cette nouvelle petite colonie va grandir, eh bien, on va lui rechanger sa reine pour essayer d'avoir quelque chose qui ponde beaucoup plus d'œufs que la vieille, en fait. On gagne du temps avec ça. Je vois, ça paraît quand même assez technique. Du coup, là, les abeilles en hiver, elles hibernent. Est-ce qu'il y a quand même de l'entretien à faire? Comment on fait pour s'occuper, des ruchers? Alors, la saison de l'année prochaine, on va prendre cet exemple, la saison 2024, elle a déjà commencé au mois de septembre, voire au mois d'août 2023. Pour s'assurer que la colonie puisse passer l'hiver, il lui faut un certain volume de nourriture. Donc, ça veut dire qu'au mois de septembre, je dirais même avant, déjà au mois d'août, on ne va pas forcément récolter tout le miel qu'elles ont produit pour leur en laisser justement pour l'hiver d'après. Et en fonction des météos, soit elles auront suffisamment de miel pour passer l'hiver, donc ça veut dire qu'on va peser chaque ruche. Alors, on va sous-peser parce qu'on ne les pèse pas sur une vraie balance en disant elle fait 30, 40, 50 kilos. On les sous-pèse à la main, enfin n'empêche qu'on les prend quand même à la main et on fait une estimation de son poids. Si on la soulève et que c'est léger, on se dit elle manque de nourriture pour passer l'hiver. Si on a du mal à le soulever, voire on n'arrive pas à la soulever du tout, on sait que c'est tranquille, il y a suffisamment de réserves pour passer l'hiver. Donc l'année 2024, elle a déjà commencé donc par ça. Ensuite de ça, là, ma dernière intervention dans les ruches, elle devait être fin septembre. Là, je ne vais pas y retourner. Enfin, on va y retourner pour inspecter visuellement les extérieurs parce que comme on a des tempêtes, ça peut bouger. Des sangliers aussi. Voilà, les animaux, ça peut les renverser, les sangliers. Il va de temps en temps pour regarder que tout est bien en place. Et la prochaine intervention, ce sera entre Noël et le 1er de l'an pour faire un petit traitement en fait. Il faut savoir qu'il y a 2 prédateurs de colonies ou des abeilles qui sont le frelon asiatique et le varroa. Alors le frelon asiatique, tout le monde connaît parce que voilà, maintenant c'est connu, visible.
Le varroa, c'est une forme d'acarien. C'est gros comme une tête d'épingle et ça se met sur le dos des abeilles. Et en fait, ça va pondre des œufs dans les alvéoles en même temps que la reine, pratiquement. Quand les abeilles vont naître, elles vont naître atrophiées, avec des déformations. Il manque une aile, il manque un œil, il manque une patte. En tout cas, elles sont incapables d'être productrices de miel, incapables de voler, donc incapables d'être productrices. C'est une bouche à nourrir dans les colonies. Et c'est un acarien qui se développe extrêmement vite au printemps, c'est-à-dire que globalement, si tu as pour 100 abeilles, tu as un acarien au mois de janvier, ça veut dire que pour 100 abeilles, tu en auras entre 30 et 50 au mois de septembre, au mois d'août, si on ne fait rien. Ça se multiplie par entre 30 et 50 dans une année. Donc, ça veut dire que la colonie, en fait, elle va mourir parce qu'il y a plus de bouches à nourrir que d'abeilles qui sont capables de nourrir tout le monde. Ah, tu voyais le principe. Et du coup, cet acarien, on le traite entre Noël et le 1er de l'an. On fait un traitement pour que, au mois de janvier, quand la reine commence à repondre, eh bien, on ait le moins d'acariens possible dans la ruche, voire pas du tout. C'est le début de la saison, il a déjà bien commencé à ce moment-là. Ensuite, les premiers soleils, fin janvier, début février, on surveille les planches d'envol pour regarder s'il y a de l'activité de vol des abeilles, puisque vont commencer les premiers nectars, alors suivant les régions de France, mais par chez nous, les premiers nectars, c'est-à-dire là où elles vont commencer à pouvoir recommencer à faire du miel pour elles. Ça va être les chatons de noisetiers, février par exemple. Elle commence par le saule et le Il y a- noisetier et chercher il y du a le pollen pour les saule, larves aussi. Je vais faire un petit aparté pour revenir sur le varroa parce que c'est vraiment un point super important. Tous les apiculteurs ont dans leur ruche des varroas. En fait, la nuance, c'est à quel degré les ruches sont infestées ou pas. C'est hyper contagieux au sens où il y a aussi des abeilles porteuses saines. Et donc, ces abeilles butineuses font leur travail de butineuses et vont butiner sur les fleurs. L'acarien, ce varroa peut se déposer sur la fleur et le rucher d'à côté se fait contaminer quand une autre abeille vient sur cette même fleur. Donc c'est un vrai sujet de santé apicole, de bien s'en occuper en fait. Donc il y a plein de méthodes, je ne vais pas rentrer dans la technique, on ne peut pas éradiquer, mais faire baisser cette pression de varroa dans la ruche. Ces différentes méthodes, elles sont faites en dehors des périodes de mielée, en dehors des périodes où les abeilles engrangent du miel pour en mettre dans les hausses. Il y a un seul traitement qui a ce qu'on appelle une AMM, qui est une autorisation de mise sur le marché vétérinaire, qui est reconnue par son efficacité. Il y en a une seule. Enfin, il y a 2 molécules. Et donc, c'est ce qu'on utilise en complément avec d'autres molécules qui, elles, sont utilisées en bio. Celle qui a une AMM, elle n'est pas utilisée et n'est pas autorisée, hélas, en bio, malgré le fait qu'elle soit la seule à être très efficace. Voilà pour la parenthèse varroa. Et du coup, vous avez quand même une responsabilité déjà pour vos ruchers, mais également pour les ruchers des autres apiculteurs environnants ou même peut-être pour la biodiversité en général, quoi. Oui, bien sûr. Mm. Donc, comme je disais, on a la planche d'envol qu'on surveille, et puis voilà, la saison, elle démarre février, mars. Mars, c'est, on va dire mi-mars, fin mars, c'est là qu'on va commencer. À partir du moment où il fait 16 degrés et qu'on a un peu de soleil, on va commencer à ouvrir les colonies pour regarder et inspecter l'intérieur. Donc, une par une, chaque colonie, on va regarder. Donc, dans une colonie, c'est, on va dire, une caisse en bois qui est à peu près carrée, dans lequel on a des cadres de cire. Et c'est là, à l'intérieur, là, alors, on va dire, on a des cadres qui, en standard français, ça s'appelle des cadans. Il y a d'autres formats. Mais ces cadres, dans une ruche normale, on va dire, on a 10 cadres en pleine saison. Quand on n'en a que 6, 7 ou 8 en août, en hiver, parce qu'en fait, on a réduit
Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au mois de septembre, quand on a fait la dernière opération des ruches, c'est qu'on a adapté la taille de la ruche à la grosseur de la colonie. C'est-à-dire que normalement, il y a 10 cadres à plein dans une colonie. Maintenant, si on voit que pour l'hiver, ça sera une petite colonie qui aura que 20 ou 25 000 abeilles au lieu d'en avoir 30 ou 35 000, en fait, on va réduire à l'intérieur le volume à chauffer par les abeilles. Donc, ça veut dire qu'au mois de mars, il va falloir réagrandir les cloisons de la maison pour que la colonie puisse se redévelopper avec le printemps, avec le beau temps. Et début avril, alors par chez nous, par exemple, ça va être les colzas qui vont être les plus. Pour produire du miel, il faut vraiment une végétation qui soit en pleine expansion, en fait. Hein. Alors par chez nous, par exemple, c'est le colza. Le colza, dès qu'on voit les champs qui commencent à être plus jaunes que verts, on sait que c'est le moment où les colonies vont tourner à plein et c'est le début, ce qu'on appelle de la mielée. Et dans ce cas-là, sur cette caisse en bois, sur cette ruche, on va mettre un étage qui lui aussi a des cadres cire, et les abeilles vont monter dans cet étage pour y stocker le miel. Elles vont mettre du miel dans le grenier. Donc, quand le premier étage est plein, eh ben, on va rajouter un deuxième étage. Et on peut, dans certaines régions très favorables, ou avec certaines colonies extrêmement productrices, on peut arriver à mettre 4 hausses, 4 donc, étages à la maison pour avoir du miel. Alors, sachant que par étage, on a à peu près une vingtaine de kilos. J'appelle ça un étage, mais c'est une hausse en termes techniques. Dans une hausse, il y a à peu près une vingtaine de kilos de miel. On imagine que, alors, une vingtaine de kilos de miel qui se remplit en 10-15 jours maximum. Donc, si on a une belle mielée qui dure longtemps, qui dure un mois et demi, sur le colza, en général, c'est ça, un mois et demi, et on peut remplir jusqu'à 3-4 hausses sur une ruche, c'est-à-dire 60-80 kilos de miel. Tu as parlé de chauffage, enfin que les abeilles se réchauffaient. Du coup, ça me fait penser qu'en hiver, on peut atteindre des températures peut-être de -10, -15, suivant les régions. Comment les abeilles, elles font pour se réchauffer et du coup survivre à l'hiver? Eh bien, en termes techniques, on dit elles se grappent, ça veut dire qu'elles se regroupent, elles s'amassent en une forme de boule. Et donc, la reine est à l'intérieur, c'est au centre de cette boule. Et les abeilles, par un frottement de leurs écailles et de leurs ailes, réchauffent la boule. Alors, les abeilles d'extérieur, elles, sont au contact du froid. Il peut faire -10, hein, ce n'est pas un problème, -15. Elles ne vont pas y rester très longtemps. Elles vont peut-être rester 10 minutes, un quart d'heure. Et elles vont petit à petit rejoindre le centre de la grappe qui, lui, est de plus en plus chaud. Et celles qui sont dans le centre s'en vont vers l'extérieur. Et il y a un mouvement de masse de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur. Elles tournent tout le temps comme ça, qui permet d'être un coup au chaud, un coup au froid. C'est vraiment une belle, Ah, impressionnant. c'est impressionnant l'ingéniosité des abeilles en général. Alors, il y a différents types de miel, miel d'acacia, miel de châtaignier. Comment on peut être certain, ou peut-être qu'on ne sait pas du tout, que les abeilles, elles vont butiner du coup, la bonne fleur, pour dire qu'ensuite, bah, ça c'est du miel d'acacia et ça c'est du miel de châtaignier? Alors, une abeille, ça butine à peu près dans un rayon de 3 km autour de la ruche. Mais une abeille, c'est aussi très intelligent. C'est-à-dire que si je mets une ruche dans le milieu d'une forêt d'acacia, elles vont aller au plus près. Ce n'est pas la peine qu'elles aillent chercher à 1,5 km. Enfin, elles ne vont pas le faire. Elles vont rester là où c'est le plus proche, elles vont se servir. Donc, en fait, si on a un champ de luzerne, par exemple, il y a du miel de luzerne, hein, ce que les gens ne savent pas, mais un très grand champ de luzerne, on met une ruche au milieu et on aura du miel de luzerne. C'est pareil pour l'acacia, c'est pareil pour le châtaignier, c'est pareil pour toutes les plantes en général. Dans le sud, ils ont
ils ont la possibilité d'avoir des miels, on va dire, typés. Après, si on veut vraiment avoir la certitude, il faut les faire analyser. Et dans ce cas-là, il faut, alors je ne saurais plus dire exactement, parce que nous, on n'est pas très concernés par le miel pur, par exemple d'acacia, on n'a pas de, Par le miel de cru. Voilà, par le miel de cru. Et plus nous sur du miel toute fleur ou ce qu'on appelle du miel un peu typé, c'est-à-dire que miel de on va dire c'est une miel d'orientation châtaignier. Par contre, il n'y a pas que du châtaignier à l'intérieur. Mais voilà, si on met des ruchers dans le milieu d'une nature monoflorale, on aura un type monofloral. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que quand on regarde ce qu'elles ont engrangé dans les hausses, on le voit à la couleur du miel en fait. Sans même avoir goûté visuellement, il y a des couleurs qui sont très caractéristiques. Les abeilles, elles fabriquent du coup du miel, mais également d'autres produits comme la propolis, la gelée royale. Est-ce que ces produits, ils sont intéressants à consommer? Alors, les abeilles font 4 choses que l'humain ne reproduit pas, ou reproduit très mal, ou voire pas du tout. Donc effectivement, mais le première des choses qu'elles font, c'est d'abord de la cire. La cire, parce que c'est la base de leur maison, enfin de l'intérieur de la maison. C'est des alvéoles qui sont en cire, dans lequel la reine va pondre et dans lequel il y aura le stockage du miel, le stockage du nectar, le stockage du pollen. Voilà, donc c'est la cire en premier. En deuxième, ça va être la gelée royale, parce que pour élever les larves, la reine va donc pondre dans une alvéole, mais pour que cette larve elle se développe, les abeilles vont mettre à l'intérieur de cette la gelée royale pour élever les abeilles, et il y a de la gelée royale pour élever les reines, qui est la même gelée royale, mais on verra qu'il y a une influence sur la naissance après. Ensuite, effectivement, les abeilles naissent et elles vont aller chercher du nectar pour produire du miel. Et dans la colonie, il peut y avoir des intrus à venir. Il y a un aspect sanitaire qui rentre en jeu. Il faut boucher les petits trous, les interstices pour éviter que l'air rentre, la pluie rentre. Elles font faire de la propolis. La propolis qui est une récolte de résine qu'elles retrouvent dans les plantes, dans les arbres. C'est un petit peu ce qu'on voit comme exemple, la colle qu'il y a sur les sapins, la résine qui sort, etc. Donc elles vont récolter ça, elles vont y injecter des amylases, des enzymes, etc. Et en fait, cette propolis va devenir un peu le médicament de la ruche. C'est connu depuis la nuit des temps, les Égyptiens embaumaient leurs momies avec de la propolis pour les conserver. C'est un antiseptique, un antifongique, un antibactérien et un antibiotique en fait. C'est excellent pour l'humain. Et il y a un cinquième élément, mais qui n'est pas fabriqué par les abeilles, qui est le pollen, qui est récolte. Et le pollen sert à faire ce qu'on appelle de la bouillie larvaire. Alors, je vais revenir sur l'histoire de la gelée royale. Quand les abeilles elles-mêmes veulent élever une reine, par exemple, une reine, on a dit tout à l'heure qu'une abeille, ça met, suivant mâle ou femelle, 21 ou 23 jours à naître. Parce qu'au départ, elle a 3 jours de gelée royale, de nourriture, et après, elle a ce qu'on appelle de la bouillie larvaire, c'est-à-dire c'est un mélange de miel et de pollen. La larve se développe à l'intérieur de sa cellule. Ça, c'est l'abeille. Quand elles veulent élever une reine, en fait, la reine, elle va naître au bout de 13 jours. Elle met moitié moins de temps à naître qu'une abeille. Elle est 2 fois plus grosse qu'une abeille. Par contre, elle n'est élevée qu'à la gelée royale, c'est-à-dire que les abeilles mettent dizaines de jours de gelée royale dans la cellule et automatiquement cet œuf deviendra une reine. Donc les vertus de la gelée royale, elles sont à l'intérieur de la ruche
Et on les retrouve chez l'humain, en fait, chez nous, puisque c'est un concentré d'acides aminés, c'est un concentré de sels minéraux, c'est un concentré de vitamines, en fait. Il y a beaucoup de vitamine B en particulier. Ça me fait penser, du coup, tu disais dans la colonie, la reine, elle pond. À quel moment, elle pond une autre reine? Est-ce qu'elle peut pondre à n'importe quel moment une autre reine? Est-ce qu'elle peut en pondre plusieurs? Comment ça se passe? Alors, si on laisse faire une colonie, si nous, en tant qu'apiculteurs, on n'intervient pas, c'est par rapport au tout début de ce que je disais, où quand on voit que la reine, elle pond moins, on va la changer, on va lui mettre une reine jeune. Si on n'intervient pas en tant qu'apiculteur, à un moment donné, les abeilles vont se dire, elle ne pond plus vraiment, ou elle va plus pondre. La vie de la colonie est en danger parce que si la reine ne pond plus, il y aura plus d'œufs, il y aura plus de renouvellement des abeilles. Et donc les abeilles vont s'en rendre compte et elles vont décider d'élever elles-mêmes une nouvelle reine. En fait, elles vont prendre des œufs que la vieille reine, on va dire, a pondus, elles vont en prendre plusieurs et elles vont mettre à l'intérieur de la cellule, justement, plus d'une dizaine de jours de gelée royale. Ce qui fait qu'à l'intérieur de cette ruche, il va y avoir ce qu'on appelle des cellules royales. C'est à destination de la naissance d'une ou plusieurs nouvelles reines. Donc, il se peut qu'il y ait 2 ou 3 reines à éclore en même temps, 2 ou 3 nouvelles reines à éclore en même temps. Ça va être la bagarre. Elles vont s'entretuer et ne restera que la meilleure avec la vieille reine qui sera encore là. Et c'est ce qu'on va appeler l'essaimage. Ça veut dire qu'en fait, la vieille reine, elles ne vont pas la tuer. La vieille reine, elle va partir dans la nature avec une partie de la colonie. Elle va prendre une partie des butineuses, une partie des éleveuses, des nettoyeuses, etc. Parce qu'elles ont chacune une fonction au fur et à mesure de l'ouvrage. Et cette ruche qui pouvait avoir 40 ou 50 000 abeilles, en fait, en l'espace de 2 minutes, la population se retrouve réduite de moitié avec une jeune reine. Et l'autre, on la retrouve dans la nature, c'est ce qu'on appelle l'essaimage, c'est ce qu'on va retrouver sur des branches d'arbres, un peu partout. Voilà. Et par contre, cette colonie qui aura essaimé, on sait qu'elle n'aura pas de miel. En général, elles essaiment en avril, mai, juin. C'est des colonies qui ne font pas de miel, par exemple. C'est à nous de voir que la reine était vieille, parce que si elle se met à essaimer, parce que la vieille part, en fait, on sait qu'il n'y aura pas de miel, donc c'est à nous de le voir avant les abeilles elles-mêmes. C'est à nous d'anticiper. C'est à nous d'anticiper. Mais sinon, dans la nature et les abeilles sont bien faites de ce côté-là, c'est qu'elles vont réélever une nouvelle reine. Si elles n'y prennent pas garde, alors une reine, c'est comme toutes les abeilles, elles meurent en fait, mais on ne sait pas quand. Si on laisse faire dans une ruche et qu'il n'y a pas de renouvellement de nouvelles reines au printemps, et que la reine meurt par exemple au mois de septembre, octobre ou en hiver, en fait, il n'y aura pas de ponte au printemps, il n'y a pas de nouvelles pontes en janvier, février, etc. Donc ça veut dire que c'est une colonie qui est morte. Les abeilles vont s'éteindre au beau temps, au début du beau temps, et il n'y a pas de renouvellement, donc la colonie est morte. Merci beaucoup pour toutes ces explications, en tout cas sur le travail que vous effectuez en tant qu'apiculteur, parce que bon, moi, il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, et c'est hyper intéressant de comprendre comment ça marche et le travail qu'il y a derrière. C'est pas juste comme vous disiez au début, on va vers les ruchers, on récupère le miel et puis c'est terminé. Non, il y a quand même tout un travail d'élevage, de choisir, d'entretien. Donc, merci pour le partage. Il y a ça, mais si tu veux aussi, je dirais que après, il y a le respect du miel qu'on récolte. C'est-à-dire que quand on va récolter les étages, les hausses de miel, soit on peut le faire d'une manière, on va dire, industrielle, ou soit, on va dire, encore d'une manière artisanale. Le plus important dans le miel, et tout à l'heure, tu posais un petit peu la question du bon miel, on reconnaît bien. En fait, la chose la primordiale
concernant le miel, c'est qu'il ne soit pas chauffé. À l'intérieur d'une ruche, au maximum, il fait 40 degrés. Donc le miel ne se dégrade pas jusqu'à une température de 40 degrés. C'est-à-dire que si on chauffe du miel, alors il y a plusieurs raisons de le chauffer, hein. Si on chauffe du miel, en fait, on garde le sucre. On a perdu les vitamines, puisque dans le miel, il y a des vitamines, il y a des sels minéraux, il y a des oligo-éléments, il y a pas mal de choses qui sont très importantes pour nous, mais qui se détruisent avec la chaleur. Donc on a le respect, nous, enfin, ou d'apiculteurs aussi, hein, voilà, mais c'est le fait de ne pas chauffer le miel qui est le plus important. Ah, la transition, elle est toute faite, c'est super, parce que du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. C'est quoi un bon miel et à quoi on le reconnaît? Alors moi, je dirais il y a 2 choses. Il y a le bon gustativement et il y a le bon au sens, qualité. Le bon gustativement, ça reste, extrêmement subjectif. Il y a des gens qui aiment un miel, très, très, doux comme le miel de printemps, d'autres un miel très typé comme le miel de châtaignier ou le miel de sarrasin, hein, qui est vraiment typiquement breton. Moi, je dis que c'est un peu notre caramel, au beurre salé, de la ruche. Pardon. Après, le bon au sens santé et au sens qualité, je rejoins et je reviens sur ce que disait Pascal. Effectivement, c'est l'aspect préservation du travail des abeilles, d'un miel qui est extrait à froid, non chauffé et non mélangé. Parce que sinon, on dégrade. Et le cliché que je prends souvent, c'est de dire ça fait cher payer le kilo de sucre quand on achète du miel chauffé. Voilà. Ensuite, le mieux, c'est très souvent d'aller chez l'apiculteur de proximité. C'est pas toujours facile quand on est dans un rayon YZ de magasin de décrypter les étiquettes de miel parce qu'il y a beaucoup de subterfuges et c'est le produit le plus frelaté sur le marché parce que ça suscite effectivement des convoitises. On en a parlé avec un labo assez récemment. Il y a maintenant des substituts ou des imitations de miel qui sont tellement bien faites que les labos doivent vraiment se mettre sur des projets de recherche très très poussés pour réussir à détecter très souvent sur ces miels d'import eh bien, la tromperie qui est faite par les ingrédients qui ne sont pas du miel. Les Français aiment bien le miel plutôt liquide. Alors, il faut savoir par exemple qu'en France ou en métropole, je vais dire plutôt en métropole, il n'y a que le miel d'acacia qui ne va pas cristalliser. Enfin, il va cristalliser, mais au bout d'un an et demi, 2 ans, suivant la température de conservation, il va finir par cristalliser. Mais en général, quand on achète un pot de miel, on le garde rarement 2 ans, il est mangé assez rapidement. Donc les gens n'ont pas le temps de voir que ça cristallise. Donc les gens aiment bien voilà, un miel liquide. Et il faut donc se dire que quand on chauffe un miel, alors non, déjà à la base, un miel va forcément cristalliser, va forcément devenir presque solide, sauf le miel d'acacia. Donc, hein, les autres miels qui sont faits en métropole vont cristalliser, c'est-à-dire qu'au bout d'1 mois, 2 mois, suivant le type. Hein, par exemple, du miel de colza, il va cristalliser très rapidement, c'est 2 mois. Un miel de châtaignier, ça va être 5-6 mois, il va se mettre à cristalliser. Et là, on sait quand ça cristallise que c'est donc un vrai miel qui n'a pas été chauffé. Quand on achète un miel liquide, si ce n'est pas de l'acacia, c'est qu'il a été chauffé. Donc on achète du sucre. C'est le principal, c'est le principal, la chose qu'il faut savoir. Après, il y a des. Après, il y a plein de techniques Oui. pour, et d'ailleurs c'est assez amusant, ça peut être un atelier à faire avec des enfants sur le blog de notre site. J'ai mis des petits tests à faire et en particulier le taux d'humidité d'un faux miel est supérieur. Il y a des indices de viscosité aussi qui sont différents. Et j'ai mis un petit atelier à faire avec des enfants très simple pour faire ces tests-là chez soi. On prend le miel qu'on a dans son placard et puis on regarde.
Quels sont les avantages du miel, du coup, surtout pour, le sportif? Parce que, du coup, vous courez également. Est-ce qu'il y a un intérêt, à utiliser du miel plutôt qu'un autre, ingrédient? Certainement, certainement. Déjà, depuis la nuit des temps, le miel nourrit l'humain. Ça fait des siècles et des siècles que l'humain voilà, utilise le miel pour ses bienfaits en tant que miel, plus la propolis, plus la gelée royale, etc. On peut y revenir. Euh, L'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de chimie à l'intérieur du miel. Enfin, si la chimie, c'est les abeilles qui la font, et que c'est un aliment en soi qui est pratiquement idéal pour survivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'on peut survivre avec une dose de 20 grammes de miel par jour. Rien que ça. Parce qu'à l'intérieur du miel, alors je le disais un petit peu tout à l'heure, la composition du miel est relativement simple. Enfin, non, elle est très complexe, mais simple à expliquer. Il y a le sucre, qui est un partage de glucose et de fructose. Le glucose est un sucre, alors donc là par rapport aux coureurs, hein, par rapport aux sportifs, le glucose est un sucre, euh, je dirais, d'assimilation rapide, voire très rapide, puisque c'est directement ce qui va alimenter l'énergie des muscles et des cellules, sans passer par le glycogène. Entre guillemets, on pourrait faire une perfusion de glucose, enfin, même dans le milieu médical, on fait des perfusions de glucose, retaper les gens, hein, sur le marathon des sables, c'est ce qui se passe. On pourrait presque faire une perfusion de miel, le glucose, c'est le même effet, hein, c'est exactement le même. S'il y a des médecins qui nous écoutent, je ne suis pas sûre. Non, mais voilà, c'est par rapport au glucose, qui n'a pas besoin d'être transformé en glycogène pour alimenter le carburant du muscle. Donc, on gagne énormément de temps sur l'apport en énergie. Ensuite, on a le fructose, qui est donc un sucre, dans ce cas-là, on va plutôt dire d'assimilation plutôt lente, qui lui va être transformé en glycogène pour être retransformé en, du coup j'en perds mon latin, en énergie. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas de pic de glycémie lorsqu'on est en épreuve sportive, quelle qu'elle soit, hein. On a une courbe glycémique qui correspond à peu près à la banane, c'est-à-dire 52 avec du miel, ce qui fait qu'on n'a pas du tout de pic de glycémie. On est sur une courbe douce, mais on a toujours un apport d'énergie. On ne monte pas pour redescendre. Je vais juste faire un petit aparté, c'est que la plupart des marques plus industrielles dans la nutrition sportive et chimique ajoutent du fructose dans les gels qu'ils proposent. Voilà. On a la chance d'avoir un ingrédient naturel qu'il contient naturellement. Après, avec les sucres, on a des vitamines. Et ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est qu'on a toutes les vitamines, j'aime bien dire hors sol, c'est-à-dire que tout ce qui est accessible aux abeilles, enfin, les fleurs, les plantes, etc., les arbres, produisent des vitamines. Les abeilles les récoltent en même temps que le nectar. Et on a dans du miel toutes les vitamines du marché, de la nature, tout simplement. Alors, en des doses plus ou moins différentes en fonction de l'endroit de ce qu'elles vont butiner. Hein, si elles sont sur du chêne, sapin, en sorta, peu importe, ça sera un peu différent, mais il y en aura toujours. C'est pareil, dans le marché hors sol de la nature, il y a 30 sels minéraux qui sont tous présents dans le miel, à des doses plus ou moins pareilles, plus ou moins importantes, mais elles sont dedans. On a, j'en oublie un, alors voilà, c'est même un gros bout. En fait, on a des amylases, c'est même le plus important d'ailleurs. C'est-à-dire que pour transformer le nectar, hein, quand elles vont chercher dans les plantes ou les arbres, elles vont chercher ce qu'on appelle du nectar. Ce nectar, elles se le passent de jabot en jabot et elles y injectent en même temps des amylases. Les amylases sont pour nous, humains, des enzymes de prédigestion. C'est-à-dire que le miel est déjà un produit digéré pour nous. On n'a pas d'effort à faire pour digérer. C'est directement case énergie avec les sels minéraux et tout ce qu'il y a dedans. En fait, il y a aussi un effet Lioc, c'est ce qui est un des rares produits avec les médicaments, par produits naturels. Quand on a du
miel sous la langue, il va directement passer dans le sang par la salive. Ça, c'est très intéressant C'est parce que, pour faire le lien avec le sport, effectivement, quand on est dans l'effort sportif et je pense, à la course à pied qui est un sport à impact, hein, qui est sujet à souvent des troubles, digestifs, le flux sanguin délaisse, hein, le système, digestif et intestinal et cetera et il a besoin d'être mis au repos. Donc effectivement, de ne pas trop le solliciter pendant l'effort, c'est chouette, hein, et le miel permet d'absorber de l'énergie parce que, il est prédigéré sans trop solliciter justement le système digestif parce qu'il s'ingère, directement. S'assimile directement. J'interromps l'échange 2 minutes pour te parler de Goosey. Goosey est une délicieuse collation te permettant de faire le plein d'énergie et de vitamines pour un corps en pleine forme. Parce que la plupart des snacks que l'on trouve sur le marché sont trop gras, trop sucrés et ultra transformés, Goosey a fait le choix d'utiliser que des ingrédients crus afin d'apporter les vitamines et les minéraux sous une forme parfaitement assimilable par le corps. Goosey est alimenté par la levure de bière, source naturelle de vitamine B permettant de réduire la fatigue, de protéines complètes pour maintenir le système immunitaire et sans ingrédients artificiels. Parce qu'une alimentation équilibrée permet non seulement d'avoir plus d'énergie, mais également de mieux récupérer. Pour déguster cette délicieuse collation, rendez-vous sur goosey.co, GOU2SY.co. Ouais, on est vraiment sur un produit avec une matrice alimentaire complète plutôt que, comme vous le disiez juste avant, des gels qui sont avec des ingrédients potentiellement ultra transformés et qui n'ont plus cette matrice complète des aliments. Alors tout à fait. il rajoute les vitamines et cetera, hein, ouais. Oui, mais du coup, c'est pas la matrice Non, naturelle. oui. On vient rajouter, mais au final, on ne sait pas comment ça va réagir, même entre eux ou alors même dans notre propre corps. Oui, et on ne sait surtout pas les doses non plus. On met un terme de pourcentage, plus d'un autre pourcentage. À la fin, lequel est le meilleur, on n'en est pas certain, en fait. Mais ce que je dis souvent, c'est l'homme est bien fait. En fait, il essaye de reproduire d'une manière mécanique ou chimique ou industrielle ce qui existe déjà dans la nature, en fait. Alors, le gros avantage des amylases dans le miel, c'est qu'en fait, quand on est en ou en effort sportif, quel qu'il soit, favorisera la digestion de tout ce qu'on va prendre. Ça veut dire que on est parti de ce principe qui est de dire, eh ben, puisque le miel favorise la digestion, si je fais une barre de céréales ou une barre accrue dans laquelle je mets du miel, je vais favoriser la digestion des ingrédients de cette barre. C'est le rapport au sport. Et donc, en fait, je vais gagner beaucoup de temps sur ma digestion. Et est-ce qu'il y a un miel à privilégier du coup pour le sportif, plutôt l'acacia, plutôt le châtaignier ou non, tous les miels se valent à peu près? C'est vrai que dans la littérature et quand on prend, du miel, encore une fois extrait à froid et cetera, il y a un focus qui est souvent fait sur l'indice, glycémique, où le miel d'acacia ressort comme ayant l'indice glycémique, le plus bas et donc le plus, favorable pour le sportif. J'ai envie de dire oui, mais c'est vrai si ce miel n'a pas été chauffé et n'a pas été mélangé. Parce que si on rajoute un autre ingrédient, l'indice glycémique, il est faussé, voilà, d'une part. Et d'autre part, on a des miels comme le miel châtaignier dont on parlait tout à l'heure, qui a des propriétés antioxydantes qui sont intéressantes pour le sport. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le miel, quand il est encore une fois extrait à froid et pur, aura toujours en fait un meilleur apport que du sucre ou du glucose de synthèse et que la différence d'indice glycémique sur le papier entre les miels, je mets quiconque au défi de l'apercevoir sur un marathon. En fait, cet indice glycémique, elle va varier en fonction des pourcentages de glucose et de fructose. On va dire que globalement, un miel d'acacia, tu auras 51%, à peu près, on va dire presque la moitié de glucose, 51% et 49% de fructose. C'est le fructose, c'est le fait d'avoir du fructose qui rend ce miel intéressant. Donc, moins on a de fructose, plus de glucose, et moins c'est favorable.
Maintenant, le miel de châtaignier, on va plutôt être sur du 53% de glucose et 47% de fructose au lieu versus 51-49. Donc ça va jouer sur 2%. Or, le corps humain n'est pas suffisamment, je veux dire, on n'est pas suffisamment fin pour arriver à développer la reconnaissance de cette différence de 2% en compétition, j'entends, en course. En revanche, Ça ne va pas jouer. un faux miel, il a un indice glycémique de 100. Donc, la différence pour 50. moi et l'attention, elle n'est pas à porter sur est-ce que je prends tel ou tel miel. Il faut du miel extrait à foie, du miel de l'apiculteur, plutôt que du faux miel industriel où là, effectivement, l'indice glycémique, juste, il explose, quoi. Alors l'indice glycémique, oui, effectivement. Et au niveau des vitamines et minéraux, est-ce que le miel change entre un miel d'acacia ou un miel de châtaignier, ça change drastiquement? Non, ça va changer, il va y avoir des variations, mais c'est pas suffisant pour que ça joue sur l'effort, en fait, sur la qualité de l'effort derrière. D'accord. Comment on conserve le miel? Est-ce qu'on le conserve au placard à température ambiante? Est-ce qu'il faut le mettre au frigo? Oui, alors oui à la première question, non à la deuxième. En fait, à température ambiante, ça pose pas de problème. Alors, le miel ne va pas se dégrader à partir du moment où on le conserve à la température ambiante de moins de 30 degrés, on va dire. Il va pas se dégrader, ou il va se dégrader, mais à l'échelle de 10 ans, quoi. Et encore, la dégradation sera vraiment très légère. Là où il va se dégrader, c'est justement s'il est mis dans une température, plus la température sera élevée et plus il se dégradera vite. Donc, les gens du sud peuvent le mettre au frais, du sud de la France, j'entends, peuvent le mettre au frais aux alentours de 15-20 degrés, c'est très bien. Les gens du nord, voilà, même l'été, on le met pas à la lumière, hein, on le laisse à l'ombre, on va dire, et puis c'est bon, hein. De toute façon, en règle générale, il est consommé avant 3 ou 4 ans, donc il n'a pas bougé depuis. On a fait, je pense, un très gros tour sur le miel, les ruchers, pardon. Est-ce qu'il y a quelque chose encore à ajouter qu'on n'aurait pas évoqué avant de passer à Happy Run? Oui, alors oui, on pourrait ajouter plein de choses, mais je pense qu'à un moment donné, il faut savoir s'arrêter parce que ça devient peut-être après, Alors, voilà. s'il y a des Bretons dans le coin, on est toujours ravis de partager plus largement et dans la vraie vie autour de cette passion. On fait des découvertes de l'apiculture à la miellerie et là, c'est vraiment une immersion et en général, les gens sont ravis. On le fait à la fois avec des gens qui veulent découvrir, des sportifs qui veulent savoir d'où vient ce qu'ils mangent et puis juste des gens qui sont curieux de nature, en famille. Et donc, c'est là, effectivement, qu'on pourrait développer un petit peu plus. C'est pas obligatoirement des Bretons, hein. On peut avoir tous les gens qui Oui, peuvent venir en vacances dans proximité. notre région, passer par chez nous, hein. Si on veut en savoir plus là-dessus, c'est sur le site internet? Oui, il faut Oui, nous c'est envoyer ça, un petit voilà. mail, ouais, c'est ça. Ça marche, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode en tout cas. C'est gentil. Et donc du coup, avec les ruchers, vous récupérez le miel et vous créez des produits alimentaires pour les sportifs. Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre de produits vous créez? Alors, dit comme ça, effectivement, ça donne l'impression d'avoir une énorme gamme de nutrition sportive, etc. Je voudrais juste faire un petit peu la genèse parce qu'on s'est présenté en tout début d'épisode. Effectivement, on est apiculteur, on est sportif, mais on ne s'est jamais dit on va lancer une gamme de nutrition sportive, hein. On s'est plutôt dit à un moment, on a un produit formidable que font les abeilles, qui est le miel. Il y a quelque chose à en faire pour les sportifs et on a commencé par proposer des petites doses de miel de 20 grammes que les gens peuvent emporter dans leur poche un petit peu partout, qu'ils soient en vélo, en course à pied, etc. Et on a eu un très bon accueil. Et donc, fort de cet accueil, eh bien, on s'est dit, on part souvent d'expériences en fait et de constats, de besoins exprimés par des sportifs. Donc, les sticks de miel, en fait, ça a plutôt été
On voudrait quelque chose de plus naturel de ce que l'on trouve en grande majorité sur le marché. Et ensuite, on a développé un gâteau sportif. Et là, le constat, ça a plutôt été, comme tout le monde, on a déjà reconstitué de la poudre dans notre micro-ondes pour en faire un gâteau. Et un jour, c'était au marathon d'Amsterdam, et bien on met cette poudre, c'était il y a quelques années déjà, je dirais pas quand, sinon on a l'air d'être très très vieux. Eh bien, ce gâteau, on l'a laissé, on part dîner, manger les pâtes d'avant-marathon, on revient et on se couche le lendemain matin, on ouvre le micro-ondes et la catastrophe, c'était cramé, immangeable. Et donc, on n'avait rien pour notre marathon. Bon, donc on s'est débrouillé à la va-vite sur place. C'était vraiment pas du tout optimal en petit-déj de marathon. Mais le constat était de se dire finalement, quand on est en vadrouille à l'étranger ou à droite à gauche, si on est à l'hôtel, que le petit-déj de l'hôtel n'est pas ouvert, qu'est-ce que je fais pour avoir un petit-déj à coup sûr et de qualité? Et donc, on est parti sur quelque chose de très simple en disant, eh bien, on va proposer un gâteau déjà cuit. On ne veut pas dégrader les miels parce que bien souvent les gâteaux sportifs sont, comme je le disais, en poudre. Et donc on s'est attaché à proposer un gâteau déjà cuit avec du miel naturel, sans le mettre en poudre, sans passer par cette étape de déshydratation et de transformation. L'autre enjeu, c'était le packaging parce que c'est un point qui nous tient à cœur. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas proposer ce gâteau dans un emballage plastique. Donc ça a été un gros chantier pour nous. Et la solution on le présente un petit peu comme un mug cake, c'est-à-dire dans un bocal qui est poké en fait sous vide et que les gens n'ont qu'à ouvrir pour manger le gâteau déjà cuit. Avec une Du particularité, c'est que ce gâteau, il a une digestion d'1 h 30. Parce que on sait très bien que de prendre le départ avec encore de la digestion à faire, c'est néfaste. Et donc l'idée, c'était de se dire, on veut quelque chose qui soit extrêmement digeste, rapide à digérer pour ne pas être obligé de se lever 3 ou 4 heures avant le départ du marathon ou le départ d'une course, quelle qu'elle soit. Voilà, donc c'était important pour nous. Donc ce produit-là, il résume bien nos problématiques d'avoir à la fois une préservation des ingrédients que l'on met dans les recettes que l'on propose aux sportifs, d'avoir une efficacité, une bonne assimilation, un souci d'approvisionnement local parce que la farine, on va la chercher à 15 km de la miellerie et d'avoir un emballage qui soit respectueux de l'environnement. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour garantir la qualité des produits? Donc vous avez dit, extrait à froid, le miel. Est-ce que c'est un miel, biologique? Alors, non, on n'a pas le label bio et on n'a pas du tout envie d'y aller. Je reviens à l'aparté ou en tout cas aux précisions qu'on a faites tout à l'heure sur le varroa. Si on veut préserver nos ruches, sauver nos abeilles et s'assurer de leur pérennité, de leur survie, pour cela, on doit leur apporter un support contre les attaques constantes du varroa. Et pour ça, ça passe par des traitements en AMM, qui sont des traitements vétérinaires et qui sont interdits en bio. Pour le reste, on fait tout comme en bio. Voilà. Mais pour cette raison-là, en fait, c'est trop dangereux et nos abeilles sont trop en souffrance pour se le permettre. Sachant que par rapport au bio, c'est un petit peu fallacieux parce que, en fait, les normes bio françaises ne sont pas du tout les mêmes normes que les mêmes normes chinoises ou des pays de l'Est. Donc, eux peuvent utiliser les produits que nous, on n'a pas le droit d'utiliser. Par contre, ils sont bio. Donc, moi, je ne vois pas d'intérêt d'avoir le certificat bio français si c'est pour avoir des colonies malades constamment, qui produisent pas vraiment beaucoup, qui sont compliquées à gérer, alors que nos voisins étrangers, ils ont le droit.
Voilà. Alors la précision qu'on peut apporter pour être vraiment complet là-dessus, c'est de dire s'il n'y avait pas cette histoire de varroa, le label bio, on l'aurait dire haut la main. On est très précautionneux sur les endroits d'implantation de nos ruchers, bien entendu. C'est la survie de notre cheptel qui en dépend. Donc, c'est vraiment très, très important d'avoir un environnement préservé, exempt de pesticides. On a 2 de nos ruchers qui sont en lisière de forêt, donc il est bien entendu absolument zéro pesticide. On était la semaine dernière encore, parce ça sert aussi à ça, la saison un petit peu plus creuse au rucher, à faire des repérages pour des implantations ruchers sur un endroit qui est zéro pesticide. On est très, très précautionneux sur le nourrissement des abeilles, sur la qualité de la cire qu'on peut mettre dans la ruche, sur la façon dont les moi-même avec de l'huile de lin et des pigments, mais pas de peinture chimique, etc., etc., etc. Mais l'histoire de varroa, en fait, c'est trop dangereux et c'est un prédateur trop important pour qu'on puisse laisser faire, à notre point de vue. On n'a pas dit, mais combien vous avez de ruchers au total? Alors, c'est très difficile. Enfin, je vais répondre approximativement quand même, mais il faut savoir que donc on a ce qu'on appelle des ruches de production, c'est celles qui vont produire du miel, et ensuite on a des ruches d'élevage, et on a aussi des ruches qui vont pas produire, elles sont en attente de nouvelles reines pour produire. Alors, on va dire que moyennement, moi je suis aujourd'hui sur la base de 100 ruches de production. Donc, ça veut dire que derrière, j'ai forcément d'autres ruches d'élevage pour les élevages de l'année, les élevages de cette année qui vont devenir des ruches de production l'année prochaine. Là, je suis sur une échelle de 150 ruches de production l'année prochaine. D'accord. Aujourd'hui, par rapport à nos besoins en miel, c'est bien. On se développe. Je reviens sur les ingrédients. Tu as dit, Leïla, la farine 15 kilomètres, vous allez la chercher. Quels autres ingrédients vous utilisez dans vos différents produits? Est-ce que, bon, je ne vais pas faire l'affront de dire que vous utilisez des additifs, mais est-ce que c'est que des ingrédients bruts, naturels? Ah oui, c'est une super question en fait et qui me fait sourire parce que on est en train de développer un nouveau produit et on est très fidèle à notre ADN. Donc il y aura forcément du miel, forcément pas du miel en poudre, mais du miel de qui reste dans sa forme brute. Et pour concevoir ce produit, j'ai besoin d'ingrédients qu'on ne trouve pas en France, que je pourrais trouver en Chine. Mais que je préfère trouver en Europe parce que les fiches techniques m'indiquent qu'en termes de taux de pesticides et de qualité de produit, ça nous convient mieux, même si ça nous coûte un petit peu plus cher. Et lorsque j'avais ce fournisseur au téléphone, il me dit « Et qu'est-ce que je vous mets comme agent texturant ?» Je dis « Non, merci. » Voilà, donc non, je dirais que la différence, c'est un petit peu comme lorsqu'on achète un jus de pomme industriel et un jus de pomme artisanal. Dans ce jus de pomme artisanal, il peut y avoir un petit dépôt au fond. Dans un jus de pomme industriel, on n'en trouve pas. Et bien, dans nos produits, on peut avoir cette petite marque de fabrique un petit peu plus brute et artisanale, qui est aussi un gage de qualité et d'authenticité loin de l'ultra transformation. Quelles actions spécifiques vous avez entrepris pour réduire l'empreinte environnementale globale des produits, de la production à la distribution? Donc, tu as parlé des bocaux en verre. Est-ce que, par exemple, vous récupérez ces bocaux ou pas du Oui, tout? alors oui, effectivement, on a une consigne à la miellerie pour les gens qui viennent nous voir. C'est un circuit qu'on a étudié pour les gens qui ne sont pas forcément en proximité, mais qui ne fait pas de sens parce que ça voudrait dire revenir par la poste ou par Mondial Relais. Et bon, ça fait pas de sens, même économiquement, en fait, ça ne fonctionne pas. Je dirais que pour nous, l'empreinte carbone, elle est limitée et on essaye d'être loin de la surconsommation, déjà par la façon dont on fonctionne à la miellerie. À la miellerie, est-ce qu'on peut dire qu'on fonctionne uniquement en matériaux de récupération?
pas loin. En Oui. fait, on donne une deuxième vie aux matériaux. C'est-à-dire que, par exemple, la miellerie, tout ce qui est machine d'extraction, etc., c'est de l'occasion, en fait. C'est quelque chose qui allait souvent partir à la benne parce que obsolète, parce que ça servait il y a 30 ou 40 ans et qu'aujourd'hui, dans les mécanismes, on est beaucoup plus moderne. Et je trouvais dommage justement de pas continuer d'utiliser ce matériel qui est fonctionnel, qui est très fonctionnel. Euh, oui, on l'a de ce côté-là. On l'a déjà, je dirais, tout cet aspect par l'aspect apiculture elle-même. Déjà, on est vraiment très impliqué dans la biodiversité avec les abeilles. C'est nécessaire qu'on en ait, et donc voilà. Après, l'ensemble de nos produits en termes de packaging, etc., ce sont je dirais pratiquement à 100%, tout est recyclable en fait. Les pots de verre, tu parlais des consignes tout à l'heure, les pots de verre en fait aujourd'hui, sinon nous on fait un système de consignes parce qu'on réutilise ces pots-là. Et aujourd'hui, on peut faire du recyclage de verre, on met son pot de verre de miel, si c'est un pot de verre, avec, avec le verre des bouteilles de vin. On est dans le recyclage. Alors, l'effort qu'on fait, nous, en fait, de manière proactive, c'est effectivement sur les emballages. Donc, on a par exemple nos boissons qui sont dans un emballage recyclable. Alors, tout ça, ça me coûte plus cher que si je prenais du plastique, bien entendu. Mais on y tient et c'est vraiment important. On a une dosette qui est ce qu'on appelle en bagasse. C'est de la fibre de canne à sucre recyclée. On n'y arrive pas toujours. On n'y arrive pas toujours. On pousse nos fournisseurs régulièrement parce qu'on ne fait pas tout nous-mêmes. On s'appuie aussi sur des spécialistes dont c'est le métier. On a eu très souvent un débat sur les sticks de miel. Alors cet emballage, clairement, il est hyper résistant. Il n'est pas du tout recyclable. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé mieux et ça n'existe pas. Hélas, pas encore. Sur le marché. Donc, j'avais étudié la possibilité de faire, comme ça se fait beaucoup, des petits contenants en silicone. Enfin, très souvent, ces contenants viennent de Chine avec une empreinte carbone du coup importante. J'avais trouvé un fournisseur par ailleurs en Europe du Nord, mais à des prix défiant toute concurrence. Et c'était hors marché, quoi, hors sol. Donc en fait, on est parfois confronté à notre envie d'écologie et de proposer des produits qui ne rajoutent pas une empreinte carbone et à l'accessibilité du marché et à ce que les gens seraient prêts à y mettre aussi. Donc c'est dans cette équation-là qu'on se trouve et par rapport à la concurrence qui, elle, enfin, nous, on est des petits poussets artisans, qui, elle, est industrielle et avec de très gros moyens. Merci pour la transparence. Je sais que vous travaillez également avec des ESAT. Oui, beaucoup. C'est important ça pour vous Ouais, c'est très important. Alors, c'est important à titre personnel parce qu'on a une histoire avec le handicap. Et puis, tout simplement d'un point de vue éthique, parce que ça donne du sens aussi à ce que l'on fait, que c'est parfois compliqué pour ces gens-là de s'intégrer et de leur confier des missions. C'est très chouette. Donc oui, ils travaillent pour nous, parfois pour de l'étiquetage, pour de l'assemblage de produits. Et puis, on a Gérard qui vient régulièrement travailler chez nous à la miellerie, qui, lui, se déplace. On appelle les ZAT hors les murs et qui vient, par exemple, fabriquer les gâteaux sportifs. Et le miel noisette. Et le miel noisette aussi. Vous êtes combien à travailler sur Apiron? À votre avis? Alors, bon, en fait, on est deux, mais on fait travailler quand même pas mal beaucoup de monde. On fait travailler les AT, on fait travailler Gérard aussi. On a des produits qu'on a développés nous-mêmes. On a fait les recettes, quand je dis on a fait les recettes, on les a pas fait tout seul dans notre petit coin, on les a fait avec des diététiciens, on les a fait avec des professionnels. Ils ont été testés et approuvés par des sportifs. Et
on les a au départ fabriqués nous-mêmes, mais à un moment donné, par exemple les bars, on n'est pas les industriels de la barre, mais et on ne veut pas le devenir. Mais par contre, on peut pas, par exemple, quand il faut 500 bars, il n'y a pas que les bars. Aujourd'hui, on n'a pas que les bars, donc on les fait sous-traiter à un artisan qui nous les fait. On lui envoie notre miel en lui disant tu ne chauffes pas notre miel. Voilà, On valide avec lui le cahier des charges de sourcing des ingrédients pour, là encore, trouver des ingrédients qui soient conformes à notre cahier des charges et à la fois environnemental et d'approvisionnement. Parce que, alors je vais dire quelque chose qui fâche peut-être un peu, mais en tout cas, moi, ça me fait plaisir de me dire, quand je regarde mes produits, et ben ça, je sais pourquoi je l'ai fait, je le fais comme ça. Et en termes d'empreinte carbone, on est pas mal. La qualité du produit, elle est là. On fait travailler des gens en local. Par contre, je ne vais pas raconter que je vais planter 3 arbres ou que je vais donner, je ne sais pas quoi pour les abeilles. Moi, on s'occupe des abeilles au quotidien et c'est ça qui fait du sens. Et quand les gens consomment et passent sur notre site internet, eh ben, ils nous aident à entretenir ce petit écosystème. Voilà. Si on voulait être riche, on ne ferait pas du tout ça. Ça tombe bien parce que quels sont du coup les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est puisqu'on s'adresse aux sportifs, on est sur le marché de la nutrition. C'est à la fois un défi et une force, hein. On est sur le marché de la nutrition sportive, hein, qui est très éclaté avec une myriade de petits acteurs dont on fait partie et des très très gros acteurs avec des levées de fonds, avec de la mise en main de produits massive, etc. Donc là, clairement, on peut pas lutter, on ne peut pas faire le poids en termes d'investissement publicitaire, de présence sur des grosses courses. Euh, et d'ailleurs, on n'a jamais fait de communication, on n'a jamais investi en publicité. Pour autant, c'est une petite satisfaction pour nous de dire, eh bien, on se fait connaître par la qualité de nos produits, pas parce qu'on a payé des influenceurs ou des athlètes pour qu'ils disent que nos produits sont de qualité, mais parce que c'est une certaine reconnaissance et ben du travail accompli, de la qualité qui leur convient à eux en tout cas. Et voilà, ouais, c'est à la fois un défi et une force d'être petit parfois. On arrive doucement à la question de fin. Oui. C'est quoi pour vous alors, je vais d'abord demander à toi, Leïla, ton petit plaisir coupable alimentaire, ta collation ou ton snack favori? Ça peut être également, un plat. Alors, je suis très gourmande. Donc d'en donner un seul, c'est difficile pour moi. L'incontournable, c'est la pâte à tartiner, le miel noisette, qui est très, très, très gourmande, qui est un de nos produits. En fait, je l'ai goûté, j'ai trouvé ça tellement bon que je l'ai adapté, amélioré pour le proposer justement à nos clients et sportifs gourmands comme moi aussi. Et donc ça, j'adore. En dessert, fromage blanc, miel noisette, c'est hyper bon. Et puis, il ne se passe pas un jour sans chocolat. Et toi, Pascal? dans la, de- bah, tout- alors, il y a plein de choses, mais si je dois en ressortir un qui est très gustatif, mais surtout aussi un apport pour la santé, c'est le miel propolis. On a parlé de la propolis tout à l'heure, qui est vraiment un truc extraordinaire pour l'humain. Et donc, on a de la propolis qu'on récupère dans les ruches, qu'on mélange à du miel. Ça va très très bien ensemble. Moi, j'adore le goût. Et fromage blanc, miel propolis, c'est mon truc, moi. Eh ben, merci beaucoup. Franchement, je vous remercie en tout cas pour votre temps, pour votre transparence et pour toutes les explications, sur les abeilles, les ruchers, c'était hyper enrichissant. Si on veut un petit peu plus de Happy Run, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Merci à toi et Benjamin et Hugo pour ce temps accordé. Alors, vous pouvez nous retrouver tout simplement sur happyrun.fr, donc sur notre site internet.
Super. Ou Ah à bah, lycée, à la mairie aussi, bien sûr. Oui. je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode pour les personnes qui veulent en savoir un petit peu plus. Merci. Je Merci vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à très bientôt. également. À Au revoir. bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt. Maintenant, tu le sais.